Comme précédemment annoncé, nous avons sur le plateau deux auteurs. Le premier, Jules Marseille Alix, il nous présentera Tambou d'Afrique ou la révolte des Ligues Bevamba, tome 1, un livre très intéressant. Autre invité cet après-midi, Linjoum, le docteur Linjoum. Il viendra nous parler d'abord de discipline et gestion de la violence en milieu scolaire et ensuite de laïcité, d'extrémisme et de terrorisme au Cameroun, chronique populaire d'une réunification querellée. L'émission va être produite avec la contribution bel et bien à la mise en onde de Romuald Lekoumé, cadrage vidéo pour la diffusion sur Facebook, avec la contribution d'Alain Kwekam, régie d'antenne, Carole Prudence Tientieux, coordination centrale, Roger Kiek le Kiki, supervision générale, le reverend pasteur Emmanuel Noël Bissay. Je suis Jean-Jacques Foucault. On est ensemble jusqu'à 17h55 pour un pur moment de délectation livresque. Bienvenue. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le point littéraire innove. C'est désormais tous les mardis. 16h30, 18h sur Royal FM. Royal FM. Le point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. 16h30, 18h sur Royal FM. Royal FM. Prenez le rendez-vous tous les mardis avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Messieurs et dames, merci d'écouter la radio. Nous accueillons à présent nos deux invités. On commence par l'écrivain Jules Marseille Alix. Je crois que j'ai bien prononcé. Oui. C'est un plaisir de vous recevoir ici à Royal FM. Vous êtes à Yaoundé. Comment s'est déroulé le voyage depuis Douala? Parce qu'on rappelle quand même que vous venez de Douala. Ah oui, merci. Déjà, bonsoir. Le voyage s'est assez bien déroulé. Je me sens bien. Ouais. Juste à côté de moi, le docteur Linjoum. On rappelle que vous êtes par ailleurs PLEG de français, philosophia, docteur, surveillant général depuis 2012 au lycée de Tinga.
Vous avez déjà publié plusieurs livres. D'abord, chez Homo Minévre, Tombe éclairée, je crois le premier livre pour lequel vous avions reçu ici. C'était un poème de 2018. Ensuite, Zargina, la rébellion aux portes de Rifum. Un roman en 2019, Laïcité, extrémisme et terrorisme au Cameroun. Chronique populaire d'une réunification querellée, et c'est de 2020. Et le tout dernier, c'est Discipline et gestion de la violence en milieu scolaire. Bienvenue, Dr Lidjoum. Merci, Monsieur Foucault, de l'opportunité que vous nous offrez encore une fois de plus pour entretenir les auditeurs sur le monde de la littérature. Alors, depuis le début du confinement, comment se porte l'enseignant et le suiviant en général que vous êtes désormais un peu à l'arrêt à la maison? Oui, c'est avec beaucoup d'émotions que nous avons aussi été confinés. Et on a compris à travers ce confinement que il faudrait plus faire attention à la vie parce qu'elle est précieuse. Oui. Et pour ce qui est des élèves, nous essayons de les accompagner à travers les réseaux sociaux. Oui. Vous continuez à distribuer les cours, oui. À dispenser les cours à travers Internet? À travers Internet, à travers WhatsApp. Oui, parce que les enfants, surtout ceux des classes d'examen, ont exprimé le grand besoin. Et cela en appui avec les instructions officielles qui nous demandaient, ou bien qui demandent à la communauté éducative de prendre en charge les enfants pour ne pas les laisser comme ça dans la nature. On les voit bien, ils s'ennuient, ils sont dans la ville, ils déambulent. Est-ce que ce moment de relâchement ne risque pas d'avoir finalement des conséquences sur les résultats à la fin de l'année scolaire? Bon, disons que nous sommes là dans une nouvelle orientation, une nouvelle perspective pour amener les uns et les autres à entrevoir l'éducation autrement, parce que nous avons toujours été focalisés sur cette éducation scolaire, dans un milieu scolaire assez classique. Mais désormais, au sortir de ce confinement, beaucoup de choses vont changer. Certainement. Alors tout à l'heure, je disais, l'auteur Alix Marcel Jules Zoua est également auteur de 2 œuvres littéraires. Jeune novateur du conte africain, il a signé sa nouvelle parution par une griffe de lion, convaincu que le sous-développement de son pays natal résulte d'abord dans un déficit et d'un abandon de son patrimoine culturel. Alors aujourd'hui, votre livre Tabou d'Afrique, la révolte d'Elik Bevanda. Je dois avouer que c'était un livre qui m'a particulièrement interpellé au niveau de la grande culture qu'a l'auteur de ces traditions, des ressources culturelles qui aujourd'hui tendent à disparaître. Alors, Tabou d'Afrique, la révolte d'Elik Bevanda, comment est-ce que le livre prend naissance dans l'esprit de l'auteur d'abord? Oui, déjà il faut dire que moi-même j'ai fait beaucoup de recherches pour pouvoir produire cette œuvre, parce que je suis, on peut dire, un enfant de l'acculturation, parce que je ne suis pas moi-même déjà très versé dans la culture, dans les traditions. J'ai donc fait beaucoup de recherches, et cela part du fait que je me suis dit que les nations émergentes aujourd'hui, quand on voit les États-Unis ou la Chine, ont pu émerger parce qu'ils ont su promouvoir leur culture. Tout le monde aujourd'hui veut porter jean, veut se soigner via les plantes chinoises. Et je me suis dit qu'en termes de culture, l'Afrique est le continent le plus loti. Alors, si nous, Africains, nous avions su promouvoir notre culture et que tout le monde voudrait porter pan, tout le monde voudrait manger de lait, Topsy Banane et consorts, alors on aurait pu exporter, et quel impact économique serait apporté à notre pays. C'est ainsi que je me suis dit qu'il fallait donc écrire une œuvre dans laquelle j'aurais vanté les traditions africaines. Alors vous vous présentez comme étant au tout départ un acculturé. Comment est-ce que vous arrivez à trouver toutes ces connaissances? Vous consultez des personnalités, des garants de la culture africaine pour pouvoir élaborer ce travail? Exactement, je suis allé dans plusieurs villages. C'est pourquoi j'ai même d'abord baptisé Tabou d'Afrique et non pas Tabou d'une certaine région, parce que je suis allé dans plusieurs villages, j'ai épousé une Bamoun, moi je suis Wondo, j'ai épousé une Bamoun, j'ai un père adoptif Bombok, et ainsi de suite. Donc j'ai visité vraiment plusieurs villages et où j'ai pu prendre beaucoup de choses, beaucoup de connaissances. Alors l'intrigue dans cet ouvrage, tome 1, on imagine bien qu'il y aura un second tome.
Oui, et ça c'est sur la demande bien sûr des lecteurs, parce que voyez-vous, ce livre a été produit en 2004, il a paru en 2004. C'est sur la demande des lecteurs. Non, tu ne peux pas t'arrêter en suivant chemin. Il faut une suite. Exactement. D'où je me dis donc, je sortirai le tome 2. Mais pour ce faire, il aura fallu baptiser la première parution en tome 1. Et vu que certaines personnes, en lisant le tome 2, ne se retrouveraient pas, il a fallu que je reprenne l'édition. Donc ça, c'est une réédition. Voilà. Alors, l'intrigue autour de... Que se passe-t-il dans Tambou d'Afrique? Pour donner en substance quand même l'histoire, même si on n'entre pas en profondeur, puisqu'il va falloir que les auditeurs aujourd'hui deviennent des lecteurs demain. Oui. Déjà, l'intrigue, je me dis, il faut opposer l'Africain que nous aurions été si on avait préservé, si on avait conservé nos cultures à celui que nous sommes devenus en ayant tout importé. Voilà comment naît donc l'idée de créer un village qu'on appelle Elik-Bevamba, parce que je maîtrise mieux la langue. Elik-Bevamba qui signifie le territoire des anciens, l'héritage des anciens, dans lequel je fédère les traditions ancestrales africaines. C'est comme ça que le Bamileke se retrouvera, le Bassa, le Bamoun, et ainsi de suite se retrouveront dans ce village. Et il aura fallu aussi créer une ville dans laquelle je mets le contexte actuel de l'Afrique, c'est-à-dire le monde contemporain, avec tout ce que nous connaissons comme modernisme. Et il aura donc fallu trouver une intrigue qui oppose cet Africain que nous étions et cet Africain que nous sommes devenus. Voilà, c'est donc un mélangé de tout en condensé et de nos traditions, mais davantage la tradition qui se confronte à la modernité aujourd'hui. Exactement, c'est de ça qu'il s'agit. Alors le livre a pris combien de temps pour être totalement matérialisé? 5 ans. 5 années. 5 ans, oui. Et en 2014, il voit enfin... 2004. 2004. Oui. Il est finalement sorti. Oui. La réception, elle est positive. Très positive. Oui, parce que j'avais... À l'époque, j'étais élève, je faisais terminale. J'ai sorti environ 3000 exemplaires. Ils n'ont pas fait 2 semaines. Et comme ça, je me retrouve à coup. Et puis, je me dis, bon, j'écris dans les autres bouquins, héritage. Oui. Et par la suite, c'est sur la demande des lecteurs qui voulaient la suite que j'ai pensé à refaire une édition. On va entrer en profondeur dans quelques minutes. Tambou d'Afrique, la révolte d'Elik-Bevamba. C'est un ouvrage, tome 1, qui est d'ailleurs assez fourni, 212 pages. C'est pas évident. C'est-à-dire que pour avoir une histoire aussi intéressante que celle-là, on prend suffisamment de temps. C'est de l'histoire vécue ou alors simplement une création ex nihilo? Bien, c'est un peu une critique du monde dans lequel je vis, avec une création bien sûr là-dedans. Et aussi, je m'inspire de tout ce que j'ai entendu des parents, des conseils des parents et puis de la sagesse ancestrale africaine. Le docteur Linjoum parle également de cette diversité. Mais cette fois-là, il parle de laïcité, d'extrémisme et de terrorisme au Cameroun, en se basant sur les chroniques populaires d'une réunification querellée. Voilà un livre qui paraît arriver au moment opportun, lorsqu'il y a comme une sorte de querelle, de mésentente autour de la notion d'unité nationale, du vivre ensemble, docteur. Oui, effectivement, permettez-moi d'abord de féliciter l'auteur Calix pour le travail abattu, parce que lorsqu'il professe son acculturation, c'est là le début de la quête de soi, de l'identité et de sa culture. Et c'est ce que tout Africain devrait faire, parce que nous avons tendance à croire que notre rapprochement au milieu culturel nous fait, nous transforme comme être culturel, alors qu'il n'en est rien. Donc félicitations déjà. Et pour ce qui est de l'ouvrage de laïcité, extrémisme et terrorisme au Cameroun, nous avons voulu, à travers cet ouvrage, parcourir avec les peuples, avec les groupes culturels, avec les politiques, l'entreprise de quête d'identité, de quête de nationalité auxquelles se sont livrés les Camerounais depuis les indépendances jusqu'à très récemment, pour dire que nous avons un peu puisé dans les chansons populaires, dans les discours des rues, dans les slogans, dans tout ce qui pouvait nous permettre d'appréhender la représentation de soi du Camerounais
dans ce qu'il a de plus fort comme étant la citoyenneté. Qu'est-ce qu'être Camerounais et comment est-ce que le Camerounais se vit à travers la laïcité et comment est-ce que le repli identitaire a entraîné l'extrémisme, comment cet extrémisme est en train de nous plonger dans le terrorisme qui se vit actuellement à l'extrême nord et surtout dans le Nozo. On voit bien que c'est un travail qui vous a certainement été inspiré à travers les événements comme le fait de savoir dans le nord-ouest, le sud-ouest, la question même du Cameroun, qui est camerounais, la question de l'identité. Est-ce que finalement, au bout de votre travail, vous pouvez dire que vous apportez une réponse assez claire au concept d'identité camerounaise? L'identité, c'est une construction permanente. C'est une construction permanente. L'auteur vous a dit tout à l'heure. Il n'y a pas une identité figée, parce que cette identité, elle est mouvante. Ce qui fait que lorsqu'on parle d'authenticité, de nationalité, ce sont des concepts biscornus qui, à la limite, ne permettent pas à l'individu de se mouvoir. Or, l'individu, c'est une dynamique. Et son identité, c'est une construction permanente. Ce qui fait que nous avons entamé la réflexion. Elle va continuer parce que la bataille pour l'affirmation de cette nationalité est encore très longue. Elle va prendre beaucoup de temps avant que nous ne soyons assez édifiés sur ce que c'est qu'être Camerounais. On a l'impression également que le concept de laïcité nous fait percevoir qu'il y a un réel souci. À travers le Boko Haram dans l'extrême nord, à travers dans le nord-ouest, la question de l'Ambazonie, on a l'impression d'abord, surtout dans l'extrême nord, que les religions s'acceptent difficilement. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas une question de... Cela ne se limite pas à l'extrême nord. Dans l'ouvrage, il y a une partie essentiellement consacrée à l'analyse de la religion dans son apport dans la formation de l'État au Cameroun. Et nous sommes rendus compte que les milieux religieux sont des milieux conflictuels, des milieux en perpétuel changement et de crise. Comme prenne l'église protestante par exemple, vous avez suivi ces derniers temps tous les débats, tous les conflits, ils sont allés jusqu'en justice. Vous avez en milieu musulman cette confrontation des confréries, des sectes, comme on peut les appeler, et qui ne donnent pas aux croyants la lisibilité nécessaire pour savoir par quel bout il faut tenir la religion. Or, l'auteur nous a dit tout à l'heure, c'est l'occasion pour toutes ces crises-là démontrent à suffisance que l'Africain doit se chercher. Il doit pouvoir trouver ses repères dans le concert de toutes ces cultures que nous avons empruntées aux autres. Et on rappelle que c'était un essai. C'était un essai. Et vous faites l'autopsie peut-être de ce qui n'a pas marché jusqu'à présent pour qu'on arrive à l'enseigne de ce que vous appelez l'extrémisme et le terrorisme. Extrémisme d'abord dans les régions anglophones et même terrorisme dans le nord-ouest et sud-ouest et à l'extrême nord. Finalement, l'autopsie, elle est bien pratiquée, elle est suffisamment épicée pour que le lecteur soit... L'autopsie, c'est l'auteur le lecteur qui pourrait faire son autopsie parce que l'auteur lui présente les faits et le lecteur tire des conclusions, interprète, fait du test ce qu'il veut, il prend ce qu'il juge utile, mais surtout le désir, ou bien le désir profond, c'est que cet ouvrage puisse permettre à plus d'un de comprendre que la nation est au-dessus de tout. On va
touché thématique après thématique, du moins les thématiques qui transparaissent clairement dans les deux ouvrages. D'abord dans Tabou d'Afrique, la révolte des Ligues Bevamba. Ensuite, laïcité, extrémisme et terrorisme au Cameroun. Nous allons toucher quand même quelques réflexions des deux auteurs. Alors, Tabou d'Afrique, la révolte des Ligues Bevamba. Les thématiques qui sont évoquées à travers l'histoire. On a celle qui nous paraît la plus évidente. C'est quand même, certes, un roman. C'est la fiction. Mais c'est quand même l'évaluation d'une société qui est en pleine décadence en ce qui concerne les valeurs. Les valeurs culturelles d'un côté, mais même modernes. Une société qui se retrouve abandonnée par l'élite dirigeante, qui est fortement corrompue, qui est fortement gangrénée. Alors, c'est la lecture que vous faites de la société actuelle si on sort du livre pour aujourd'hui contextualiser la question de corruption, de népotisme et d'abus de toutes sortes. Bien, déjà je vais dire que pour moi, l'Africain ne se retrouve plus nulle part dans le monde ambiant. C'est-à-dire que l'Africain a perdu son identité. Aujourd'hui, il ne parvient plus à se définir dans ce qu'il était. Il ne parvient pas à s'approprier l'identité européenne qu'il veut copier. Ce qui fait qu'il est perdu complètement. Il a croisé les chemins. Oui, oui. Il est complètement dans un désordre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai que je transpose un peu le vécu actuel dans ce livre où j'essaie de démontrer que si on avait conservé notre identité propre, si on était resté africain, purement africain, nous aurions évité beaucoup de décadence, comme vous l'avez si bien dit. Tabou d'Afrique est né du fait que je suis convaincu que tout en prenant exemple sur les pays, sur les pays développés et en conservant la philosophie africaine qui a toujours existé et qui doit gérer toutes nos actions, on serait un peu plus émergent aujourd'hui. Je pense donc que l'Africain, c'est parce qu'il ne se retrouve plus dans aucune identité qu'il se met à commettre décadence ou décadence. Moi, voilà ce que je peux dire. Suffisamment corrompu. On a l'histoire, si on revient brièvement sur l'histoire, on a l'histoire d'un jeune couple très amoureux qui finalement se retrouve dans un village. La question des soins, les soins pratiqués par la tradition, en fait, je veux dire par des traditionalistes. Ça évoque aussi une question très importante, la médecine traditionnelle. Il faut compter encore dessus. Et cela se vérifie encore plus aujourd'hui avec le coronavirus, où il faut bien pouvoir compter sur nos médecines traditionnelles. Moi, je crois, Dieu comme fait que via nos plantes et nos tisanes, nous pourrons bien juguler le phénomène du coronavirus. Je crois que l'Afrique est assez lotie pour apporter des solutions médicamenteuses ou même des solutions philosophiques et économiques s'il reste dans son propre contexte, s'il n'essaye pas d'évoluer en se calquant sur le vécu des autres, mais s'il se dit qui suis-je, d'où je viens et où je vais. Je vais vous prendre un exemple du Japon. Le Japon a su être un pays très moderne aujourd'hui, il fait partie des plus grands pays, mais il a conservé sa culture bimillénaire. Aujourd'hui, très peu de pays peuvent oser défier le Japon. Pourtant, ils ont conservé la philosophie qui est la leur, qui dit voici comment on marche quand on est japonais. Oui, je pense que l'Africain, par exemple, aurait dû préserver sa philosophie, aurait dû garder son identité propre, tout en s'inspirant des pays autres pour évoluer. C'est vrai que le docteur Linjoum, également dans son ouvrage, fait savoir qu'il est complètement absurde. Qu'aujourd'hui, les Camerounais s'affrontent simplement sur les bases francophones et anglophones. Que cela paraît une incongruité, tant il est que nos cultures propres, ce n'est pas d'abord le français et l'anglais. Effectivement, c'est ce détachement de soi qui amène, qui est à l'origine des conflits que nous observons de plus en plus dans la société camerounaise. Nous n'avons pas de repères. Il est incongru pour un Camerounais de se dire anglophone, francophone. Mais
ce sont des concepts absurdes. Ce sont des identités à la limite injurieuses pour le Camerounais, parce que il faut d'abord être Camerounais. Et si l'on ne peut même pas déjà définir qu'est-ce qu'être Camerounais, à plus forte raison, on se demander qui est francophone, qui est anglophone, et qu'est-ce que ça veut dire. Et il faudrait que le peuple se rende compte à l'évidence que ceux qui se battent pour l'anglophonie ou la francophonie, c'est ceux-là qui ont pignon sur rue, c'est ceux-là ce sont les privilégiés. Ce qui fait que le peuple n'est là que pour subir. En fait, des privilégiés qui ont été au premier chef touchés par la modernité ou alors la culture occidentale qui est venue avec l'éducation qui va avec. Et donc aujourd'hui, ils se sentent mieux dans cet univers qui est... En fait, ils espèrent être leur, en fait. Ils ne s'y sentent pas mieux, mais ils défendent ce cadre parce que c'est ce qui leur... C'est par ce cadre-là qu'ils ont une certaine préscience dans la société. Imaginez-vous qu'on vous dise que le français, l'anglais, ça ne sont plus les langues officielles. Vous pensez qu'on va encore nommer quelqu'un parce qu'il connaît bien manier la langue de Molière ou bien qu'il maîtrise les œuvres de Shakespeare? Je ne pense pas. Et c'est cette perte de repères. C'est cette perte de repères qui nous a amenés où nous sommes. Si les Africains essayent de reposer leur développement sur le socle culturel ancestral, il y a de fortes raisons que le développement que nous prions tant, que ce développement-là s'opère en un quart de tour. Mais en l'état actuel de notre culture, en l'état actuel de notre vivre de cette culture, il est pratiquement impossible pour l'Afrique de décoller. Il est impossible pour les Camerounais de développer le pays parce que ils se sont retranchés dans des camps culturels où personne ne veut entendre la voix de l'autre. Ils sont retranchés dans des chapelles politiques qui, à la limite, abrutissent. Ce qui fait que nous nous retrouvons là, un peu désemparés. Mais le message de l'œuvre Laïcité, extrémisme et terrorisme au Cameroun, c'est qu'à la fin, il faudrait qu'on éduque le peuple, qu'on amène le peuple à prendre ses responsabilités, à savoir ce pourquoi il doit se battre. Il ne doit pas se battre pour des individus. Parce que l'enjeu, ce ne sont pas les individus. L'enjeu, c'est la nation. L'enjeu, c'est l'État. Et on ne peut pas se permettre de détruire l'État parce qu'on voudrait mieux vivre. À moins qu'on ne pense survoler le chaos et redescendre sur terre lorsque l'apocalypse aura tout emporté. Mais sinon, ce n'est pas possible. Et pour cela, nous demandons aux Camerounais d'être plus avertis. Alors, l'extrémisme et le terrorisme seraient le fait, d'après votre ouvrage, de la pauvreté, de l'intolérance de l'autre, l'ambition des groupes terroristes que nous appelons aujourd'hui Boko Haram, notamment étendre un califat dans les régions anglophones, je vais dire dans les régions de l'extrême nord, étendre justement un califat, imposer une culture religieuse qui soit autre que ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que le Boko Haram considère que l'éducation occidentale est un péché, considère peut-être que les autres religions sont forcément antagonistes à la leur, finalement. Oui, on ne peut pas réduire seulement cela au Boko Haram, parce que la perspective engagée par l'Ambazonie dans le Nozo épouse carrément la politique. La même logique. La même logique. Ce qui fait que c'est au nom des cultures d'emprunt que l'on essaye de nous donner, de nous imposer des schémas qui ne peuvent pas nous permettre de nous développer. C'est pour cela que leur bataille, l'auteur rappelle à la fin que la bataille du peuple, c'est l'appropriation de ses propres repères. Il faut que les Africains s'approprient leurs repères. Il faut qu'ils s'identifient par rapport à leur environnement. Il faut que nous soyons capables
de développer des idéologies qui permettent la communion, la cohésion sociale, l'entente, le vivre ensemble. Oui. Alors, Jules Alix Zoua, on a l'impression, lorsqu'on vous lit, qu'il s'agit exactement du même combat. Exactement. Mais écrit en des termes, vous avez une approche traditionnaliste, mais le combat est le même. Oui, c'est même pour cette raison qu'on vous a mis sur le même plateau. Oui, je constate, effectivement. Il y a cette approche-là, lorsqu'il y a la dernière bataille, la bataille qui nous permet de voir que le village Elik Bevaba gagne face aux autorités corrompues. On a bien l'impression que nos valeurs culturelles, c'est le socle sur lequel il faudrait s'asseoir. Parce qu'aujourd'hui, la modernité n'est pas suffisamment maîtrisée, n'est pas notre propre. Il devient difficile de rester accroché à une modernité qui n'est pas maîtrisée, qui est maîtrisée malgré bon gré. Donc finalement, c'est le même combat. Il faut aujourd'hui s'approprier les valeurs culturelles. Mais ça devient difficile quand plusieurs parmi nous manquent de repères. Justement, je vais un peu embrayer sur le pas du docteur qui parlait justement de réunir, que nous devons nous retrouver. Et moi, je dis que la valeur essentielle africaine, c'est la solidarité. Et aujourd'hui, tout est perdu dans ça. Aujourd'hui, nous combattons pour des religions qui nous ont été enseignées. Mais pourtant, on oublie que l'Afrique avait une religion. Une fois, il y a un pasteur qui a lu Tabou d'Afrique, et on s'est rencontrés dans un train, et qui me dit, selon vous, que pensez-vous qui manque à l'Afrique? Et comme je n'osais pas vraiment dire exactement ce qu'il fallait, je me dis non, il manque une religion africaine. Effectivement, il manque quelque chose qui résonne l'Afrique. Quand vous regardez tous les continents, quand vous regardez tous ces peuples, ces grands peuples, ils ont eu un socle sur lequel venir se vanter. Et ce que l'Africain a perdu, en fait, c'est la confiance en soi. L'Europe nous a battus parce qu'elle a eu confiance en elle. Vous voyez des gens qui se déplacent d'un territoire, une caravelle, ils viennent dominer toute une région. C'est bien parce que nous, on a cru qu'ils nous apportaient tout ce qui était positif. Pourtant, en fait, ils nous ont rien enseigné. Ils ont pris chez nous. Vous savez, l'histoire de l'Afrique, pour moi, trouve son pendant dans une histoire narrée dans la Bible. Le roi Ézéchias de Juda, malade, reçoit des invités Bérodak Baladan qui venaient de Babylone. Et quand il arrive, lui rend visite parce qu'il sortait d'une grave maladie, le roi Ézéchias se présente, fait voir tous les trésors, c'est-à-dire la foi, tout, et il finit par rentrer. Dieu envoie par la suite le prophète Esaïe pour lui demander qu'ont vu ces gens chez vous. Il dit, ils ont tout vu. Et Dieu lui dit, il arrivera un temps où tous tes trésors iront ailleurs et tes fils serviront ces pays. C'est exactement ce qui arrive en Afrique. Quand ces gens sont arrivés en Afrique, nous leur avons tout montré. Ils ont pris des richesses qu'ils ont trouvées en Afrique, ils sont allés chez eux. Et aujourd'hui, nos enfants vont chercher même leur culture en Europe. Même notre culture, on ne l'a pas venant d'Europe. Donc, je rejoins parfaitement le docteur dans tout ce qu'il dit. Wake me up, my eyes are heavy and I need some sun. One hit, I'm ready for whatever comes. Nothing can keep me from you, nothing can keep me from you. Something about the things you told me, oh, I wrote them down, yeah. I took them with me to the place we found. And I'll be waiting for you, yeah, I'll be waiting for you, for you. I'll follow the moon from the dark to the break of dawn. We let it loose, smoking weed and writing songs. Meet me at the sunrise.
this feeling that I just can't shake. But nothing can keep me from you. Nothing can keep me from you. I follow the moon from the dark to the break of dawn. We let it loose, smoking weed and writing songs. Meet me at the sunrise, at the sunrise. I can get you so high, so high. Burning up the daylight, in the daylight. Meet me at the sunrise, sunrise. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Le Point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Eh bien, pour le classique littéraire de cet après-midi, je vous conseille de lire Dossier noir de la politique africaine de la France numéro 6. Jacques Chirac et la France-Afrique, retour à la case Focard, publié aux éditions Agir Survie. Peut-être il faut dire un mot, peut-être sur la question. Eh bien, un changement de président implique un vaste renouvellement au sommet des dispositifs franco-africains et peut donner lieu à certaines réformes. Qu'en est-il dans le nouvel exécutif chiracien? Eh bien, ce 6e dossier noir fait le bilan de 6 mois de discours, de nominations, d'actes et de projets. On a pu croire que Jacques Chirac voulait dompter la France-Afrique. Elle l'a vite rattrapé. Eh bien, élu à la présidence de la République en mai 1995, Jacques Chirac se trouve, de par la tradition de la 5e République, en charge d'un domaine réservé dont les relations franco-africaines constituent symboliquement l'une des pièces principales. Cette part très privée du domaine n'est pas vacante. Elle a été aménagée et habitée. On la passe à présent comme une zone hantée. Eh bien, Jacques Chirac est d'autant moins insensible à cette histoire qu'il entraîne à sa suite Jacques Focard, qui ne cesse depuis plus de 20 ans de le guider dans les arcanes franco-africains. Il est donc indispensable de dresser au départ l'état des lieux, un héritage très dégradé. Jacques Chirac et son parti n'étant pas étranger à cette fâcheuse révolution. C'est une histoire de la question de la France-Afrique qui est proposée à travers cet ouvrage que je vous invite nécessairement à déguster et à lire, à revisiter pour ceux qui l'ont déjà lu et bien à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Peut-être nos deux invités, vous avez certainement d'abord le docteur Linjoum. Est-ce que vous avez eu des auteurs qui vous ont inspiré au niveau de la rédaction de vos différentes écritures, notamment d'abord sur la question de la laïcité, l'extrémisme et terrorisme au Cameroun, chronique populaire d'une réunification que relie? Oui, effectivement, M. Foucault, d'abord les dossiers noirs, parce que c'est une collection
qui permet quand même de percer le mystère de la politique en Afrique et la politique de nos États. Et par rapport à cela, par rapport à ce dossier noir sur Jacques Chirac et la France-Afrique, c'est un numéro qui nous plonge dans la mystique du pouvoir au Cameroun. Et les privatisations, les luttes de leadership, tout ça, ce qui permet de comprendre que nous n'avons pas, autant nous avons parlé d'absence de repères, autant il est important de comprendre que l'indépendance, c'est un leurre. Car lorsqu'on sait ce qui se passe dans les officines, dans ces officines ou dans cette officine qu'on appelle la France-Afrique, lorsqu'on sait quel est le poids le poids de l'État profond dans la gestion d'un pays comme le Cameroun, parce que l'État profond, comme souvent le dit Macron, c'est cette administration occulte qui est au-dessus même de l'État parfois, qui est au-dessus du pouvoir et qui agit en lieu et place de tout le monde sans le consentement de qui que ce soit. Donc au-delà de ça, nous avons aussi parcouru des auteurs aussi divers comme Maurice Kamto. Donc le discours m'a semblé au départ un peu très bien dans l'urgence de la pensée, mais qui semble être rattrapé par son propre discours, parce que toutes les thèses qu'il défend dans cet ouvrage, j'ai tendance à voir qu'il tombe dans les pièges des travers que lui-même il décriait il y a quelques années. Nous avons aussi lu Achille Bébé, et bien d'autres auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs quand même qui vous ont inspiré dans ce travail. Alors, pour relancer, avant de vous relancer, nous allons également chercher à savoir, Jules Alix Zoua a lu quel auteur s'est documenté. Comment est-ce que vous avez été inspiré par qui? Oui, moi j'ai lu beaucoup d'auteurs, Jean-Baptiste Obama, j'avais Médosé, Séverin Cécile Abega, Kamara Lai, et puis j'ai beaucoup aimé Victor Hugo. Mais j'ai refusé de me laisser inspirer par un auteur. Et influencé. Oui, influencé, parce que je me suis dit, si je m'ai écrit Tabou d'Afrique en m'inspirant des auteurs étrangers, ça veut dire qu'en fait je ne parle plus de l'Afrique. Donc mes auteurs, si on peut le dire, c'est des Mbombok, c'est l'Inca. Que vous avez côtoyé. Que j'ai côtoyé, c'est des notables du sultanat. Je préfère dire que ce sont ces gens-là qui m'ont inspiré. Oui, parce que je tiens à vous dire que j'ai refusé à maintes reprises de me faire éditer par des maisons étrangères. Oui, parce que j'estimais que cette richesse africaine ne doit pas provenir encore de l'Europe. C'est une réédition, c'est une autoproduction? Autoproduction. Vous avez décidé vous-même de créer, ça a été facile ou bien il y a eu des difficultés au niveau du long cheminement? Parce que on sait très bien qu'au niveau de l'édition, il y a beaucoup de difficultés. C'est pas évident. Ça demande une batterie de moyens. Oui. Et les auteurs sont vraiment confrontés à cette difficulté-là. Malheureusement, les Africains ne sont pas prêts, parce que justement on a perdu notre identité, à soutenir leurs frères. J'entends le frère qui... Vous allez voir, c'est des Européens qui vont s'intéresser à ces œuvres, qui vont vouloir promouvoir ces œuvres. Pourtant, ça ne parle que d'Afrique. C'est nous qui devrions le faire. Donc pour moi, j'ai dû attendre d'être employé dans une entreprise et de m'endetter auprès des banques pour pouvoir voilà. Peut-être il faut dire qu'au-delà de la belle histoire qui est racontée, une histoire d'amour, on imagine bien que pour l'auteur c'était intéressant d'ajouter à cette grande conquête, à cette problématique assez intéressante entre la confrontation du modernisme et du traditionnalisme, une histoire d'amour. Pourquoi avoir parlé d'une histoire d'amour, une fille qui décide de laisser son père qui est menacé, du moins sa vie est menacée, elle s'en va avec le gardien, celui qui la protégeait. Pourquoi raconter une histoire comme celle-là? C'est une belle romance. Oui. Entre Rocky et sa bien-aimée. Tout à fait. Oui, cette romance, en fait, pourquoi? Parce que je voulais démontrer que l'amour, tel qu'on nous le présente dans les écrans, novellas et consorts, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est oser
cheminer avec quelqu'un, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre. Ce n'est pas toujours ce miroir-là et vous voyez comment cette fille qui quitte l'aisance et ce garde du corps, rien du tout, qui se mettent ensemble pour décider de vivre une vie commune. Pour moi, pour dire que l'amour n'est pas étranger à l'Afrique. L'Africain a toujours connu ce que c'est que l'amour et l'amour véritable. Voilà pourquoi j'ai choisi. Autre aspect, et je reviens dessus parce que tout à l'heure, peut-être vous n'avez pas clairement répondu à la question. Voilà une société que vous présentez. Un policier qui est incapable de prendre ses responsabilités, qui reste dans son bureau, qui a peur de sa hiérarchie, une ville qui est totalement à l'abandon. C'est une peinture assez ressemblante de ce qui se déroule pas très loin d'ici. C'est l'Afrique contemporaine, tout simplement. C'est ce que nous vivons même chez nous. Et justement, tout le monde qui perd carrément... personne n'est responsable de rien. Qui démissionne de sa responsabilité parce qu'il faut bien que quelqu'un lui dise de faire quelque chose. Et puis, nos leaders aussi, nos dirigeants aussi ont copié ça. Déjà, quand on parlait de la France africaine. Écoutez, c'est un concile où on vient donner des instructions à des personnes qui vont donner ainsi de suite. Donc, exactement, nous démissionnons tous. Et malheureusement, même dans nos entreprises, les dirigeants démissionnent carrément de leurs fonctions. Parce qu'en fait, et chaque fois qu'il y a problème, on cherche un bouc émissaire. Effectivement, c'est un peu le cliché de l'Afrique que j'ai voulu ressortir là. Alors, nous allons accueillir dans quelques minutes Annie-Lisette Ambassa qui va venir échanger avec vous. Au-delà de l'écriture, il y a forcément une vie que chacun d'entre vous a. On sait que le docteur Linjoum est au lycée très souvent. Et tout à l'heure, on va parler de votre deuxième ouvrage, tout en rappelant que le livre Laïcité, extrémisme et terrorisme au Cameroun, chronique populaire d'une réunification querellée, est un ouvrage qui est accessible à tout le monde. On va donner les adresses pour avoir les différents textes. Mais nous allons parler de discipline et gestion de la violence en milieu scolaire au sortir, parce que c'est un univers que vous maîtrisez très bien. Annie-Lisette Ambassa, installez-vous. Voilà, je crois que là c'est bon. Pour parler avec les deux auteurs, savoir, c'est vrai que madame Jules Alix Zoa est déjà là. Elle est venue assister à l'émission. C'est un plaisir de savoir que vous nous écoutez aussi sur les 88.4. Annie-Lisette Ambassa, bon après-midi. Bon après-midi Jean-Jacques Foucault, bon après-midi à vos deux invités, Jules Alix Zoa et Dr Linjoum. Vous les écoutez depuis le début de cette émission. Vous avez certainement des questions qui taraudent de votre esprit. Justement, j'espère que je serai satisfaite et les auditeurs avec. Voilà, une fois encore, Jules Alix Zoa, bon après-midi. Merci, meilleur à vous. Merci d'avoir honoré à l'invitation de Jean-Jacques Foucault. Ok, merci. Alors, docteur Linjoum, bon après-midi. Bon après-midi à vous, madame. Si je vous appelle docteur Linjoum Mamouda, ça vous dérange? Non, docteur Linjoum. Je m'acoquine mal des prénoms. Parce que ces prénoms sont souvent des emprunts qui ne renvoient aucune réalité dans la vie de l'individu. D'accord. Sur votre acte de naissance, il y a ça? Si, il y en a, mais délibérément, je suis en train d'engager une procédure qui est assez lourde pour demander à la présidente de la République de me permettre de changer de nom. Parce que pour enlever ce pronom, il y a toute une procédure à suivre. Donc, nous espérons que nous y arriverons. Vous en voulez à vos parents par rapport à ce prénom-là? Peut-être c'est le choix de Mamouda qui vous plaît pas, ou alors non, je n'en veux carrément pas de prénom. Je n'en veux pas aux parents, je n'en veux à personne, mais les parents, ils ont vécu à une époque, ils ont la maîtrise d'une certaine réalité, mais avec un peu de recul et de maturité, je pense que je me dois de me définir une identité qui me permette d'être en harmonie avec moi-même, d'être en harmonie avec la société et surtout d'avoir cette paix du cœur qui me permette de me réaliser spirituellement. D'accord. On rappelle aux auditeurs ici que vous êtes l'auteur de Discipline et gestion de la violence en milieu scolaire, que vous êtes plègre.
Ah, effectivement. Voilà. Alors, Jules Alix Zoua, vous êtes auteur de Les tabous d'Afrique ou la révolte des Ligues Bumvamba. Exactement. Et Ligue Bumvamba, c'est les ancêtres, ça a une connotation ancestrale, les gardiens de la tradition. Exactement, c'est tout à fait ça. Et Ligue Bumvamba, c'est justement un territoire dans lequel je fédère toutes les traditions ancestrales, justement. D'accord, vous êtes né un 5 juillet 1978 à Douala, exactement, dans la région du littoral. Oui. Et votre nom a une connotation du centre. Vous avez vécu dans les deux régions. Laquelle appréciez-vous peut-être en termes de climat ou alors des us et coutumes des populations? En termes de climat, Yaoundé me sied le mieux, mais Douala me paraît plus approprié pour l'inspiration des livres parce que Douala est un territoire où vraiment tout se mêle. Mais c'est une ville cosmopolite. Exactement. Oui. Voilà. Donc les deux me vont très bien. D'accord. Vous êtes marié à Fout Hassana depuis 2006 et le couple a 4 enfants. Exactement. C'est votre pied, son pied? Parce qu'aujourd'hui, elle est là avec vous? Exactement, ça a toujours été comme ça. Madame, bonsoir. Alors, c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde, d'être toujours son pied avec sa partenaire. Et cela même relaté dans Tabou d'Afrique où le roi se fait conseiller par son épouse via le pilon. Elle prend le pilon et le mortier et à chaque fois, c'est elle qui lui dit ici, il faut dire A, il faut dire B. Donc, je pense que c'est même ça la quintessence d'un couple. D'accord. Il n'est pas toujours aisé pour chacun pour chacun de parler de soi, pour tout un chacun de parler de soi, mais ici, la main sur le cœur, j'ai oublié de vous faire prêter serment. La main sur le cœur, chacun va essayer de nous dire ses traits de caractère. On va commencer par Dr Linjum. Si on vous demandait de parler de vous, en quelques mots, que direz-vous? Je dirais tout simplement qu'il n'est pas aisé de parler de soi, comme vous l'avez dit. On ne peut pas être à la fenêtre et se voir passer dans la rue. Mais que disent les gens de vous? Les gens disent généralement que je suis très rigoureux et surtout acharné. Parce que lorsque j'ai un objectif à atteindre, tant que cet objectif n'a pas été atteint, je ne reste pas tranquille. Je suis assez affectueux pour ce qui est des amis, mais je pense que c'est tout ce que je peux dire de moi. Votre compagne, qu'est-ce qu'elle dit de vous? Elle pense que je suis souvent très difficile parce que je ne transige pas sur certaines choses. Son prénom? Elle s'appelle Méfiré Zenabou. Méfiré Zenabou, c'est la sœur à l'épouse. Exactement. Alors, Jules Alix Zoua, vous êtes tempéré. En dehors de ça, qu'est-ce que vous avez d'autres comme traits de caractère que vous-même vous êtes au courant et que peut-être les tiers ont aussi dit de vous? Oui, bon, en fait, je vais vous dire ce que les gens disent de moi parce que, comme l'a dit le docteur, il est très difficile de se qualifier soi-même. Oui, et je me dis aujourd'hui, les grandes personnes, comment on dit, dans les montagnes, je ne sais pas très bien l'expression, pour dire que vraiment, je suis sa copie, très extrêmement rigoureux, voilà ce qu'on dit, mais loyal. Oui, très loyal en amitié et puis très affectueux. Oui. Alors, le mal comme vous souhaiterez, alors, comment dirais-je ça, pour vous mettre en colère, il faut toucher un membre de votre famille. Ça, c'est très vrai. Oui, parce que... C'est arrivé souvent? Oui, c'est souvent arrivé. C'est souvent arrivé. Et, pas qu'un membre de la famille, mais il faut afficher une certaine injustice à ma présence. Je ne supporte pas l'injustice. D'accord. Oui. Alors cet après-midi, vous êtes tous vêtus en tenue africaine. Peut-être coïncidence, ça a toujours été ainsi, Dr Linjum, vous habillez toujours comme ça? Je suis toujours... quelquefois, il m'arrive de troquer les sariyas traditionnels avec une veste, une chemise, mais on se sent à l'aise dans cette tenue parce qu'elle est ample, elle donne la possibilité de se mouvoir sans trop grande difficulté. Jules Alix Zoua. Oui, moi en entreprise, moi, on me reconnaît comme ça, c'est-à-dire qu'on va dire celui qui s'habille toujours en africain là, il est où? C'est comme ça que plusieurs me définissent en fait. Alors l'ondjap chez Dr Linjum,
C'est un plat que j'affectionne beaucoup. Okay. J'affectionne le pain qu'on appelle vulgairement couscous. Ah d'accord. Vous m'avez vu, ça y est, là. J'ai pensé au pain de farine de blé. Alors, Jules Alix Zoua, madame, vous concorde souvent ce plat? Oui, moi je l'ai découvert après le mariage. Je ne savais même pas ce que c'est un japchae. Et puis c'est un plat très délicieux. D'ailleurs, je n'ai pas manqué d'en parler dans Temple d'Afrique. Alors, vos moments de distraction à tout un chacun, d'abord, Jules Alix Zoua. Oui, la lecture et beaucoup de dialogues. Disons qu'on met de côté les livres, les bouquins et autres. Distraction. Je me distrais très peu. Vous dansez, vous chantez? Non, justement, très peu. Moi, ma distraction favorite, c'est discuter avec mes enfants. Leur enseigner ce qu'on a perdu comme valeur. Je me sens mieux dans ce registre-là. Et vous trouvez qu'ils sont, eux aussi, adhèrent facilement à ces moments-là? Oui, je me réjouis vraiment d'avoir des enfants qui ils revendiquent même souvent quand ça fait long. Ils disent, mais papa, on ne s'est plus assis pour discuter entre nous. Et voilà. Docteur Linjoum. Bon, ben, ce qui est de mes loisirs, sont les voyages, beaucoup de balades, surtout dans les sous-quartiers, parce que cela me permet. Ce sont des mouvements qui me permettent d'appréhender le vécu des populations. Mais au-delà de cela, c'est aller prendre du thé avec les amis à la briqueterie. C'est un peu ça. Alors tous les deux, vous avez des épouses ou alors des compagnes originaires de la région de l'Ouest, Bamoun notamment. On sait que c'est de très belles femmes. Jules Alix Zoua, qu'est-ce qui vous a frappé la première fois que vous avez vu Fouta-Sana? La dignité. C'est-à-dire que ça m'a tout de suite tapé à l'œil parce que moi j'étais à l'époque professeur vacataire et elle était élève. À peine je l'ai aperçu, le premier regard, j'ai vu une personne digne dans sa tenue, dans son comportement, dans son attitude. Et je suis tombé littéralement amoureux sur le champ. Et ça vous a finalement retenu jusqu'aujourd'hui? Oui, pour de bon. Docteur Linjoum, vous auriez dû venir aussi avec... oui, malheureusement... elle est aussi belle que Fouta-Sana? Oh ben, je ne peux pas, je saurais le dire, mais sinon, elle est très belle. Ah ouais. Parce que c'est une femme que j'ai rencontrée quand je faisais 3e. Oh. Nous avons cheminé ensemble et le Seigneur a bien voulu qu'après, en 2004, que nous puissions célébrer le mariage. Sinon... c'est une compagne qui a été pour beaucoup dans mon existence et qui me permet, qui m'encourage, même comme elle se plaint, elle m'encourage quand même par son attention à aller de l'avant. Voilà, on va sortir peut-être avant que Romuald Ekobe nous propose un titre, un succès d'un artiste de la région de l'Ouest, notamment Bamoun, pour faire plaisir à nos deux invités de ce soir. Nous allons vous demander à tout un chacun, si vous étiez demandé d'enlever quelque chose dans la ville de Yaoundé, où vous êtes actuellement, je ne sais pas si vous y résidez toujours, où vous êtes actuellement, qu'est-ce que vous enlèverez? La corruption. Comme vous décrivez déjà dans votre bouquin. Oui. Elle se vit, elle se manifeste comment d'après vous? Dans tous les milieux. Il n'y a pas un lieu. Déjà, si même dans la religion où on devrait prôner des valeurs morales assez élevées, la corruption subsiste. Alors là, la corruption. Vous avez espoir un jour qu'on puisse venir à bout de ce fléau-là? Oui, je pense que si on éduque bien les générations à venir, la corruption finira par disparaître. Si on leur démontre effectivement quels sont les fléaux, quelles sont les conséquences de cette corruption-là, elle pourra être choquée. Docteur Linjoum, s'il y avait quelque chose à retirer, à extirper de la ville de Yaoundé, il y a la prostitution, il y a le banditisme, il y a tout et tout. Qu'est-ce que vous souhaiteriez peut-être qu'on disons l'intolérance et la violence. Les Camerounais sont devenus extrêmement violents. Certains parlent de l'ère du verseau qui donnerait un peu plus de poigne aux uns et aux autres, mais je dis c'est à la limite écœurant de voir
combien les Camerounais sont devenus violents et intolérants et surtout les uns envers les autres. Les jeunes, ça affecte aussi les jeunes. Et c'est plus oui, les jeunes, mais ce sont d'abord nos acteurs politiques qui impulsent cette violence-là. Et c'est justement, comme nous allons parler plus tard de discipline et gestion de la violence en milieu scolaire, c'est pour vous faire déjà comprendre que la jeunesse n'est pas violente, mais la jeunesse a hérité d'un système très violent, où on ne lui permet véritablement pas de s'exprimer librement, où on essaye de formater son esprit pour lui faire voir les choses à l'envers, même quand les choses sont à l'endroit. C'est un peu ça. Voilà, merci à nos deux invités, Jules Alix Zoua et Dr Linjoum. Merci de vous être prêtés à ce jeu. Nous allons sortir avec un titre de la région de l'Ouest, notamment Bamon. Eh bien, pour la dernière ligne droite, ce deuxième ouvrage du docteur Linjoum, Discipline et gestion de la violence en milieu scolaire. C'est le surveillant général qui parle. Et ça tombe bien, j'ai appris également que Jules Alix Zoua était, à un certain moment, professeur vacataire. Oui. Ça va être intéressant parce que c'est une question qui a fait couler beaucoup d'entre de salive. Alors, ce livre, pourquoi vous l'écrivez? Même si on connaît la réponse, on aimerait l'entendre de vous, surveillant général qui vit au quotidien avec les élèves. Oui, nous l'écrivons parce que nous avons constaté que l'école était devenue un foyer de violence. Et il fallait chercher les origines de cette violence. Il fallait interroger les acteurs, les élèves, les enseignants. Il fallait interroger aussi la société, les acteurs politiques. Et c'est ce condensé de questionnement qui permet de voir paraître l'ouvrage Discipline et gestion de la violence en milieu scolaire. Ce qui transparaît clairement, c'est qu'il faut absolument que les fautes commises par les élèves soient directement traduites au niveau du pénal. Oui, nous sommes en train de dire que nous évoluons dans un système un peu comme si nous étions dans une société informelle. Les gens posent des actes qui sont punis, qui sont pénalement sanctionnés, mais pour des... disons qu'avec l'indulgence des uns et des autres, avec l'apathie, la paresse des uns et des autres, on n'arrive pas à sanctionner avec rigueur. Et on se retrouve à un certain moment débordé. Oui. Où les gens essayent de légitimer même la bêtise. Il faut faire comprendre aux acteurs politiques, aux décideurs, à la société, qu'il faudrait que chacun apprenne à respecter la loi. Alors pour vous, dans les établissements scolaires aujourd'hui, il n'y a pas que des élèves et peut-être des brigands, des personnes qu'il faudrait réorienter? Non, si vous ciblez la violence simplement sous l'angle des élèves, vous aurez tout faux. Parce que c'est vrai que vous citez aussi bien au niveau des élèves que des enseignants, entre eux-mêmes d'abord. Entre eux-mêmes, oui. entre les élèves oui. et leurs amis du quartier, entre les enseignants et les parents, ce qui fait que c'est tout un monde
C'est tout un monde plombé par la violence. Peine perdue, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de réorganiser le système éducatif partant de l'école, la cellule familiale? C'est possible aujourd'hui? C'est une décision politique. Lorsque le politique prend les choses en main, les choses, on fait bouger les lignes. C'est une décision politique. Et c'est pour cela que nous avons interpellé toutes les structures ou bien toutes les institutions qui interviennent dans l'éducation, c'est-à-dire l'unité de police scolaire et universitaire, la CONAC, les ministères, pourquoi pas le président de la République. Il faut absolument jeter un regard particulier parce que vous considérez dans votre livre que l'école est un peu comme abandonnée. Les enseignants malmenés. C'est encore... L'école est à l'abandon. Sinon, la violence ne s'y implanterait pas suffisamment comme ça. Il ne passe pas, ces derniers temps, il ne passe pas des jours sans qu'on le dise. Déjà hier, j'apprends par les réseaux sociaux qu'un censeur a été assassiné à Emana, quelque chose comme ça, par des populations. Bon, vous comprenez que ce niveau de violence ne permet pas de fermer les yeux sur ce qui se passe. Et j'ai l'habitude de dire que le Cameroun m'embarrasse véritablement parce qu'on ne sait pas par quel bout prendre le Cameroun. Lorsque vous essayez de réfléchir sur la situation du pays, vous avez 1001 choses qui vous viennent en tête. Par où commencer, c'est souvent pas possible de se décider. Mais en allant étape par étape, en choisissant des domaines précis, suivant l'actualité, on peut réussir à cerner et à résoudre certains problèmes urgents, par exemple le problème de violence. Vous également, Jules Alix Zoua, vous avez eu l'impression que le milieu scolaire est désormais un endroit par excellence de la violence, et les élèves entre eux, les enseignants entre eux et les enseignants contre les élèves. C'est un peu difficile parce que le livre de Lee Jun présente la discipline, la gestion de la violence en milieu scolaire comme étant un enjeu majeur aujourd'hui. Est-ce que vous avez été confronté à ces difficultés? Bien, à l'époque où j'ai enseigné, non, ce n'était pas à ce point-là. C'était pas encore à ce niveau-là parce que il y avait quand même la crainte de l'enseignant. Vous savez, aujourd'hui, quand je parle de corruption, c'est que les hommes ont même corrompu leur nature. Le docteur l'a si bien dit, ce ne sont pas que des élèves. Mais quand personne ne trouve plus de repères nulle part, et puis même dans les familles, les enfants les parents qui encouragent la violence entre enfants, c'est devenu un problème très très critique vraiment. Alors, à l'intérieur de cet ouvrage, Dr Linjoum, on a l'impression que vous citez toute la violence scolaire, vous avez tout planifié, tous les systèmes de répression face aux actes répréhensibles, permettez que je me reprenne, sont institués, mais est-ce qu'ils sont inefficaces? Conseil de discipline, la surveillance générale. Aujourd'hui, il faut peut-être associer les forces de maintien de l'ordre de temps en temps. Ils devraient faire un tour à l'établissement scolaire. Comment est-ce qu'on va sortir de cette complexité dans laquelle l'école aujourd'hui se trouve? Disons que nous reconnaissons dans cet ouvrage que en l'état actuel de la violence au Cameroun, de la mentalité des enfants et des enseignants, des parents même, ce qui est consacré comme étant des organes institutionnels de lutte contre la violence ou bien de discipline, c'est-à-dire le conseil de discipline, le service de discipline, le conseil d'établissement. Nous pensons que ce sont des instances qui sont submergées, qui ne peuvent plus réguler à eux seuls ou à elles seules la violence en milieu scolaire. Et pour cela, il faudrait qu'on apprenne, qu'on amène le droit à l'école. Il faudrait que chaque fois que quelqu'un pose un acte, qu'il ne se dise pas que c'est le conseil de discipline qui va
tranchés, mais que ce sont des actes qui peuvent être portés devant les juridictions compétentes, c'est-à-dire la justice ou la police ou la gendarmerie, pour répression. La consommation de drogue peut vous amener en prison, le viol ou alors... les affaires abîmées, les insultes, l'outrage à la patrie, des choses pareilles. Il faudrait quand même que nous soyons mieux préparés, que la société sache véritablement. Parce que généralement on nous dit nul n'est censé ignorer la loi, mais tout le monde ignore la loi. Oui, parce qu'il y a des textes que vous reprenez dans votre ouvrage qui sont inconnus du grand public. Beaucoup ne savaient pas qu'il était possible pour un élève finalement de se retrouver en cellule ou en prison après avoir commis un certain nombre d'actes. C'est ça, parce que je dis, la société, on n'éduque pas suffisamment la société à ses droits. Oui. Et toute personne connaissant bien ses droits, c'est un citoyen modèle, c'est un patriote. Parce que lorsqu'on connaît ses droits, on sait bien les défendre. Et qui défend bien ses droits peut bien défendre la patrie, peut bien défendre sa famille, peut bien défendre les amis, peut même défendre l'école dans laquelle il fréquente. Alors, la dernière ligne droite, vous avez au moins 5 minutes pour nous parler précisément du livre Tabou d'Afrique, la révolte d'Élig Bevamba. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument acheter ce livre lorsqu'on se rend en librairie, à la bibliothèque? Pourquoi est-ce qu'il faut choisir ce livre-là, celui-ci? Oui, pour déjà savoir qui on est. Parce qu'on ne saurait avancer quand on ne parvient même pas à se définir dans un contexte. L'Africain devrait savoir qui il est et d'où il vient. C'est pourquoi il faudrait que chaque Africain puisse... Et que l'Africain devrait avoir un support qui lui permet de comparer l'homme qu'il aurait été en conservant ses cultures et celui qu'il est devenu en ayant tout emprunté. Cela lui permettra de voir et de choisir et de se définir lui-même dans le monde dans lequel il vit. Votre livre est un roman? Est un roman, exactement. Une fiction? Exactement. Une histoire créée et fabriquée de toutes pièces? Non, créée et fabriquée de toutes pièces, nous n'irons pas jusqu'à dire ça. Puisqu'il y a des réalités qui se vivent même actuellement, comme vous l'avez même souligné durant l'émission. Et puis, il y a des pratiques qui se fondent, mais qui sont justement, c'est quoi j'ai mis sur tabou, qui sont tabous et qu'on n'ose pas dire, on n'ose pas... ce sont des choses su, mais tu. Voilà. C'est une belle histoire, mais également beaucoup d'enseignements, de leçons à retenir. Oui, chaque mot est un enseignement dans ce livre. Oui, pour l'Africain, chaque mot est un enseignement. Alors, le livre, lui, on le trouve où? Oui, le livre, comme je le disais tout à l'heure, nous le vendons nous-mêmes, parce que je l'ai produit par moi-même. Nous l'avons déposé à quelques librairies, à Douala, notamment, surtout à Douala. Mais les stocks sont achevés à Douala. J'ai fait retirer par Macacos, parce que c'est à Macacos que j'ai fait imprimer le livre. Et j'attends le prochain stock. Donc, je laisserai mon contact pour toute personne qui... Mais faites-le tout de suite, pour qu'on ne l'oublie pas. Oui, pourquoi on ne l'oublie pas? Oui, le 696... 33 98 94. Donc vous le reprenez pour les auditeurs un peu discrets. 6, 96 33 98 94. Et aussi on peut passer la commande via la page du livre. La page Facebook s'intitule Tabou d'Afrique. Tabou d'Afrique. Oui. Sur n'importe quel moteur, on peut taper sur Facebook et trouver facilement. Vous avez 2 ouvrages avant celui-ci. Oui. Eux également, on peut les consulter. Le premier, c'est héritage, et d'abord prise de conscience. Prise de conscience. Héritage. Prise de conscience, lui, il est peut-être dans la même dynamique, dans la même veine que celui-ci. Oui, en fait, c'était l'éveil de la conscience. C'était me rendre compte qu'en fait, je ne parvenais pas à me définir moi-même en qualité d'Africain. Il y a également une belle histoire qui est contée, comme celle... exactement, toujours. La quête de la justice. Exactement. Et puis, on a héritage, après prise de conscience. Oui, héritage, c'est un recueil de poèmes dans lequel je fais comprendre, en fait, toute la culture ancestrale, et puis je la transmets à des enfants en me disant est-ce qu'ils seront écoutés. Et s'ils seront à même de prendre le flambeau. Le flambeau, exactement. Alors, Tabou d'Afrique, la révolte d'Élig Bevamba, c'est un livre qu'on a particulièrement apprécié. C'est-à-dire qu'au niveau de l'écriture, l'univers nouveau, il fallait bien découvrir. Mais la façon de dire les choses, pourquoi parfois n'avoir pas utilisé un langage simple? Pourquoi l'avoir quelquefois imagé, laisser le lecteur découvrir un certain nombre de réalités? Vous savez, nos ancêtres nous parlaient beaucoup en proverbe. Exact. Quand on se rendait dans les villages, ils essayaient de... Et à l'enfant intelligent de tirer la sagesse. Alors, j'aimerais que ce livre soit
une étude personnelle de tout un chacun, que chacun le lise et cherche la profondeur. C'est pourquoi je l'ai écrit. Parfois, il y a des images. Voilà. Beaucoup de dictons, je pense également. Les paroles de sagesse de ces vieillards qui ont vécu pendant... Mais c'est la nostalgie de ce que plus jamais on ne pourrait avoir des personnes qui peuvent voir leur deuxième, troisième, quatrième génération, comme c'est le cas dans Tabou d'Afrique. On a quand même des personnes dotées d'une certaine sagesse, d'un pouvoir de guérison. C'est nostalgique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore trouver ces types de... Oui, on en trouve. Ça, j'en suis convaincu, on en trouve. Et d'ailleurs, j'en connais. Et puis, mais on le perd parce que la jeunesse d'aujourd'hui est devenue insolente. Vous savez, quand vous rentrez au village, vous n'osez plus être humble devant les parents. Et ils meurent avec ces secrets-là. Mais une fois qu'ils rencontrent une jeunesse qui ose venir apprendre, alors ils leur procurent. Il faut absolument aller vers des personnes très âgées, remplies de sagesse. Non, pas toujours. Il y a des jeunes qui ont hérité de leurs ancêtres. Assez jeunes. Cette notion, oui. Mais aujourd'hui, c'est un peu commercialisé. C'est des choses où chacun veut se faire de l'argent. Et c'est pourquoi justement on perd toutes ces valeurs. Parce que quand nos parents nous les transmettaient, ils disaient, vous le ferez gratuitement. Et aujourd'hui, tout le monde veut commercialiser. Après Tabou d'Afrique ou la révolte des ligues Bevamba, il y a autre chose, il y a d'autres livres qui arrivent en préparation. Déjà, le tome 2 sera assez volumineux parce qu'il abordera justement la société africaine ancestrale. C'est-à-dire que la politique, l'économie, tout sera développé comme l'Afrique. La religion, justement. On parle même de la religion africaine. Tout sera développé comme l'Africain pense. C'est-à-dire Vamba, parce que le deuxième titre du Tabou d'Afrique, tome 2, sera le secret de Vamba. Vamba va nous dévoiler tout et comment il fait pour guérir. Vous vous rendrez compte effectivement que ce sont ces choses qu'utilisent aujourd'hui les pasteurs faiseurs de miracles, entre guillemets, pour guérir. Jules Alix Zoua, toujours avec nous. Docteur Lee Jun, commençons d'abord par laïcité, extrémisme et terrorisme au Cameroun. Chronique populaire d'une réunification querellée. Pourquoi est-ce que le lecteur, actuel auditeur, prendrait ce livre-ci? Il est important que le lecteur camerounais, ou bien que le Camerounais, sache son histoire. Qu'il sache ce par quoi le pays est passé et ce par quoi le pays pourrait se détruire. Donc c'est pour simplement dire que le lecteur a tout intérêt à lire parce que il va y trouver, il va y puiser les éléments nécessaires, non seulement pour sa culture personnelle, sa culture historique et surtout la culture, parce que ce que nous avons omis de rappeler, c'est que nous avons une quarantaine de chansons populaires puisées ici et là, qui sont citées dans l'ouvrage. Des slogans politiques. Nous avons des discours tenus par les hommes politiques ou les lettres écrites par des associations qui concourent à comprendre comment est-ce que la réunification ou bien l'unité nationale est querellée. La question du vivre ensemble. La question du vivre ensemble qui se pose. Comment est-ce que les uns et les autres vivent même ce vivre ensemble? Nous avons fini par nous dire à la fin qu'il faut que nous sommes un pays en proie au conflit. Et parce que nous avons cette caractéristique-là, il faudrait qu'on imprime une éducation en situation d'urgence au Cameroun. Parce que nous sommes prédisposés au conflit à tout moment, dans toutes les sphères de la société. Pour conjurer cela, il faudrait qu'on éduque les gens en permanence. Comprendre l'extrémisme au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, de l'extrême nord avec Boko Haram, comprendre également la question de la réunification querellée. Ça a été
un sujet à l'ordre du jour ces dernières semaines, derniers mois. Alors, où est-ce qu'on va trouver le livre Laïcité, extrémisme et terrorisme au Cameroun, chronique populaire d'une réunification Corly? Disons, le livre, on va le trouver ici à la librairie des peuples noirs. À Yaoundé. À Yaoundé, Monté Esseni. Mais il y a aussi le contact de l'auteur, le 6 99 18 41 57 ou le 6 52 19 29 29. Reprenez les deux numéros. 6 99 18 41 57, 6 52 19 29 29. En appelant à ce numéro, on peut facilement vous livrer le livre, l'ouvrage. Oui. Il y a aussi ce deuxième livre, Discipline et gestion de la violence en milieu scolaire. Il faut également jeter un coup d'œil, forcément, pour le lecteur. Oui, l'actualité du milieu scolaire et surtout l'actualité politique au Cameroun nous amène à lire cet ouvrage parce que nous devons comprendre la portée du vivre ensemble. Nous devons comprendre que nous devons être tolérants. Nous devons cultiver la tolérance. Mais nous devons apprendre à défendre nos droits. Nous devons apprendre à mieux connaître les acteurs politiques. Donc, cet ouvrage est également disponible dans... est disponible, pas encore disposé dans les librairies, mais... Dans les jours à venir. Dans les jours à venir. Et toujours au même numéro, on peut appeler et... Alors, monsieur, je vais vous remercier d'être passé à la radio. D'abord, Jules, Alix Zoua, surtout vous, parce que vous venez de Douala. Vous avez effectué le déplacement jusqu'ici à Yaoundé. Et ça fait plusieurs semaines qu'on essaye de réaliser cette émission. Mais heureusement, cette fois-ci, le programme a pu se réaliser avec votre participation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer et de présenter l'œuvre. Merci. C'est un plaisir. Alors, docteur Lijoum, c'est un plaisir également. C'est la deuxième fois sur ce plateau. C'est la deuxième fois, effectivement. Et merci de l'opportunité que Royal FM offre à la culture de s'épanouir. Parce que sans les porteurs de messages que vous êtes, la culture va moisir dans les tiroirs. Les coffres, oui. Merci. Donc, grand merci. Grand merci. Alors, messieurs et dames, merci d'avoir écouté le programme Le Point littéraire. On dit prochain rendez-vous jeudi, lorsqu'il sera 16h30. Merci à Rumel Ekoumé qui était à la mise en onde et également au niveau du cadrage vidéo, régie d'antenne, Carole Prudence Tientieux. Coordination centrale, Roger Kiek de Kiki, c'est le directeur général de la radio des auditeurs. Supervision générale, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï. J'étais Jean-Jacques Foucault, à jeudi. Bonne soirée.